Je comprends très bien la démarche et l'intérêt de la chose. Mais au-delà de ça, que penses-tu que ce document et cette démarche ont spécialement d'original aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui? Alors, il y a deux intérêts. L'originalité première, et malheureuse je vais dire, parce que ça fait des années qu'on devrait fonctionner comme ça, c'est patronat, syndicats, prennent un sujet qui est notre sujet, le sujet des entreprises, donc le sujet de l'économie et du social, travaillent ensemble dessus, sans affrontement, pour chercher où est le problème, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions et les voies pour arriver à solutionner les problèmes. Ça, c'est une originalité dans le paysage français. Malheureusement, alors je parle au niveau national, ça se pratique beaucoup plus dans les entreprises et ça se pratique aussi dans un certain nombre de branches. Mais au niveau national, c'est un événement, c'est vrai. Mais c'est le premier événement, il faut qu'il y en ait beaucoup, qu'il fasse beaucoup de petits, qu'on ait la capacité sur tous les sujets, comme nos amis allemands font. C'est pas un long flop tranquille en Allemagne entre syndicats et patronat. Il y a des moments qui sont durs, mais ils ont cette capacité pragmatique à poser les choses sur la table. Et aussi, d'un côté comme de l'autre, quand ils prennent un engagement, à tenir cet engagement. Et sans doute que dans nos relations sociales, ce qui manque le plus, c'est la confiance. Je peux ne pas être d'accord. Il est normal qu'un syndicaliste privilégie la voie salariale en disant, voilà, les rémunérations, il faut les augmenter. C'est notre rôle. Il est normal qu'un chef d'entreprise dise, oui peut-être, mais j'ai des équilibres financiers à tenir. Et il est normal qu'on confronte et qu'on avance. Confronter et avancer, c'est pas s'opposer. C'est à trouver la solution du bien commun. C'est ça qui est essentiel pour ce document. Puis son utilité très pratico-pratique, à la CFTC, tout de suite, on l'a diffusé dans l'ensemble de nos fédérations professionnelles, de nos unions régionales, pour les appuyer dans toutes leurs négociations, toutes leurs réflexions, toutes leurs démarches, disant voilà, vous avez un outil qui n'est pas sot, qui est même intelligent, qui vous donne un certain nombre d'éléments statistiques sur la réalité en France, de l'emploi, la réalité des charges, la réalité des comptes des entreprises, et vous devez tenir compte de cette réalité pour aller négocier. Et quand des négociateurs, soit patronaux ou salariés, déjà ont une partie commune dans les constats, ça facilite les choses. Si on est de bonne foi, on peut avancer. Évidemment, si on est de mauvaise foi, ce n'est pas le cas. Mais notre pays est un pays qui est dynamique, qui a des ressources. On est en crise, mais quand je compare avec le reste de la planète, on a une chance extraordinaire d'être en France. La France a des salariés qui sont très dynamiques. Tout le monde reconnaît leur très grande productivité. On a un patronat qui est dynamique aussi, très dynamique, qui sait faire fonctionner les entreprises. Il suffit de regarder de la petite entreprise qui fonctionne bien aux plus grandes entreprises qui arrivent à fonctionner et être des modèles à l'international. Alors peut-être faut-il changer un certain nombre de choses, notamment des éléments qui ressortent. Comment être compétitif dans un paysage fiscal et législatif qui change tout le temps. La perte de temps et d'énergie de nos entreprises, de nos équipes, pour s'adapter à des textes qui varient tous les 6 mois, tous les ans, là, on a sans doute des efforts à faire. Patrons, comme salariés, ont besoin d'être dans un cadre qui ait une certaine stabilité. Et ensuite, laissez-nous faire. On sait faire. C'est exactement l'exemple des 35 heures. Je ne vais pas polémiquer, certains pensent que c'est bien, certains pensent que c'est mal. On a une loi. Ce que je vois sur le terrain, ça a été la grande capacité pratico-pratique des équipes dans les entreprises, patronat comme syndicat, à prendre une loi et à l'adapter. Alors évidemment, c'est plus facile quand je n'ai pas la compétition internationale, si je n'ai qu'un champ national dans mon activité, de m'adapter aux 35 heures que si on est en compétition avec l'international. Ça, c'est clair. Mais une fois qu'on a eu la loi, on l'a mis en place de façon très pragmatique dans les entreprises et qu'on arrête de nous changer les textes, qu'on nous laisse cette capacité d'adaptation réelle que nous avons. Puis même si c'est un texte qui n'est pas parfait, qui est même très imparfait, le pragmatisme du terrain, c'est qu'on arrive à s'en sortir et à bâtir quelque chose qui est très compétitif. Mais si on nous change la règle fiscale, si on nous change le droit social, en permanence, on a une déperdition permanente d'énergie pour se réadapter à des textes. Et notre boulot, salarié entreprise, c'est pas de s'adapter à des textes, c'est faire fonctionner l'économie pour qu'elle soit au service des hommes et des femmes. Très bien.
En t'entendant, j'ai l'impression qu'on avait un petit peu oublié ce que c'était que l'eau froide et on est en train de la redécouvrir. Alors c'est tout à fait étonnant. C'est sans doute, c'est très original. C'est sans doute parce qu'en France, on a une particularité par rapport à d'autres, c'est la politisation très forte au niveau des domaines socio-économiques qui retire le pragmatisme. Ça fait des décennies que les prises de position des uns comme des autres sont plus des prises de position idéologiques que des prises de position pragmatiques et posées en visant le bien commun. Et ça, c'est notre grand danger. On le voit sur les retraites. Enfin, c'est quand même du bon sens de voir qu'une population qui vieillit, on a un problème à terme pour trouver des équilibres. Cela dit, c'est aussi du bon sens de dire qu'il y a un certain nombre de métiers particulièrement pénibles, avec des gens qui ont leur durée de vie réduite parce qu'ils ont pendant des décennies effectué des tâches pénibles et qu'on ne peut pas demander à ces gens-là de travailler plus longtemps, parce que déjà qu'ils décèdent avant les autres, on va les faire décéder avant. Eh bien, ce que je viens de dire, qui n'est que du bon sens, c'est trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que celui qui a été 30 ans derrière un marteau-piqueur, il faut qu'on améliore les choses pour veiller à ce qu'il n'y ait plus des salariés qui soient 30 ans derrière un marteau-piqueur, et donc au cours de leur vie professionnelle, ils puissent évoluer, et pas faire des tâches très pénibles toute leur vie. C'est le premier point. Deuxième point, c'est si les salariés ont fait des tâches très pénibles toute leur vie, on leur permette de partir à la retraite un peu avant les autres, ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, d'autres doivent faire des efforts pour travailler plus longtemps. Mais ce bon sens-là, dans le débat sur les retraites, on l'a peu vu ressortir. On a vu des combats idéologiques, avec les uns disant « j'ai un droit, j'ai des acquis, vous y touchez pas », les autres disant « de toute façon, je ne vous demande pas votre avis, je fais ce que je veux ». Ça, c'est mortel pour une société. On doit avoir la capacité de prendre le problème, d'en parler et de trouver ensemble les solutions. Oui, effectivement, on dit la faim fait sortir le loup du bois, et là, effectivement, peut-être que la crise fait sortir les acteurs économiques des bois idéologiques, et c'est peut-être un des avantages et un des effets de la crise, du fait qu'on va devoir privilégier les vrais comportements et l'intérêt commun, ce qui est quand même essentiel. Peut-être qu'un des intérêts de la crise, c'est qu'on a vu que le système communiste, le système socialisant était un échec patent. Voilà, il suffit de regarder ce qui s'est passé à l'est de l'Europe. Outre la dictature politique, on avait un non-sens économique. Donc ça ne marche pas. Le collectivisme ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, on voit que l'ultralibéralisme ne fonctionne pas non plus. En fait, ces deux matérialismes qui nient sans doute ce qu'il y a d'essentiel dans l'être humain et la société, il y a autre chose que l'accumulation des biens matériels et que la recherche des biens matériels. Cette recherche est utile et nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et sans doute qu'il y a une autre voie, qui est celle de laisser la liberté entrepreneuriale. Elle est normale, elle est saine, elle est nécessaire, mais de l'encadrer. Les marchés financiers ne sont pas des ennemis, ce sont des outils. Mais on ne peut pas laisser un outil décider tout seul du sort de tout le monde. Les marchés financiers doivent être réglementés, encadrés, sanctionnés s'il le faut, comme pour les entreprises, comme pour les salariés. On met un cadre et on laisse au sein de ce cadre tout l'espace de liberté nécessaire. C'est sans doute cet équilibre entre l'ultralibéralisme et le collectivisme que nous devons retrouver pour avancer dans une société qui sera plus apaisée, plus harmonieuse, au service des uns et des autres, et donc au service du développement aussi économique et social. Avec un élément en plus que tu précises et qui est très important, c'est cette notion de confiance. Effectivement, la recherche pure des avantages matériels n'est pas forcément une solution qui permet d'avancer, mais la confiance n'est pas ennemie, bien au contraire, de la réussite matérielle, parce que c'est autour du respect des engagements et de la confiance que, effectivement, derrière, on peut tirer des avantages pour tout le monde. C'est la confiance, et dans une société qui s'individualise d'ailleurs de plus en plus, c'est aussi un recours à un certain collectif. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est d'abord une histoire humaine, une collectivité humaine, qui est là pour travailler ensemble. Alors, si je suis dans le secteur privé, il est normal que je fasse des profits, que je sois rentable. Mais si on perd cet esprit de solidarité d'une collectivité humaine qui veut produire quelque chose, qui veut rendre des services, si on oublie ça, que c'est ce collectif qui fonctionne ensemble, qui a une ambition commune, alors on tombe dans un hyper-individualisme, et ça c'est destructeur pour la société, parce que dans ces cas-là, chacun va essayer à sa place de tirer le maximum de profit en un minimum de temps,
Et c'est la fin de notre système, c'est la fin de nos économies, et c'est sans doute aussi la fin de ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation, c'est aussi savoir à un moment donné qu'on n'est pas que des individus, mais nous sommes une collectivité avec des règles collectives qui doivent permettre à chaque personne de s'exprimer pleinement. Mais on doit retrouver la même chose dans le domaine économique. D'accord.